Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour écouter ce barcamp. Je m'appelle Lisa Nickvert, je suis en thèse au LBBE, Laboratoire de Biologie et Biométrie évolutive. Et là, je suis en deuxième année, donc à peu près au milieu de ma thèse. Et cette thèse, elle est encadrée par Stéphane Drey et Hervé Fritz. Et je vais vous présenter aujourd'hui une partie de mon travail qui porte sur l'inférence et l'analyse d'attraction et de répulsion entre espèces. Donc ma thèse, je la fais dans un domaine qui est l'écologie des communautés. Donc c'est une des branches de l'écologie qui s'intéresse aux communautés écologiques. Les communautés, c'est l'ensemble des espèces vivantes qui partagent un même habitat et qui interagissent dans cet habitat. Donc par exemple, ça peut être des poissons et des coraux dans un récif de corail. Et ces espèces interagissent parce qu'il y a des poissons qui vont par exemple manger les coraux ou qui vont s'abriter dedans. Ces interactions entre les espèces, elles sont, là je vous ai donné quelques exemples, mais elles sont très très diverses et variées. Par exemple, on peut avoir de la prédation entre ici un crocodile et un poisson, de la pollinisation entre un coléoptère ici et une plante à fleurs, ou encore de la compétition entre différentes espèces. Donc ici, il y a différentes espèces de mésanges qui se bagarrent pour avoir de la nourriture. Et ces interactions-là, elles ont plein d'effets sur le fonctionnement des systèmes naturels. Un d'entre eux, ça va être la modification du comportement des espèces. Et c'est à ça que je vais m'intéresser là dans la suite. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la prédation du lion sur ses proies, on sait que ces proies, elles ont tendance à adapter leur comportement. Donc, lorsqu'il y a un lion, en fuyant lorsqu'il arrive, ou en évitant les endroits où il a des chances de se trouver. Le souci, c'est que c'est assez dur à caractériser et à observer ces interactions dans les milieux naturels parce que, on doit aller sur le terrain, regarder 24 heures sur 24. D'ailleurs, il y a beaucoup de systèmes naturels qui sont assez grands et difficiles à observer de long en large et en travers. Et c'est là que les pièges photos sont utiles pour ça. Donc les pièges photos, c'est des appareils photos qui sont posés dans des endroits naturels et qui se déclenchent automatiquement quand il y a une espèce qui passe devant. Donc là, c'est un exemple d'une photo prise avec un piège photo. Donc c'est une antilope africaine, un steenbok. Et ces pièges photos, ils sont super précieux parce qu'ils nous permettent d'avoir accès à l'heure et à la date à laquelle on a vu chaque espèce dans un environnement donné. Donc ces informations-là, ce qu'elles peuvent nous permettre ensuite, c'est mon hypothèse, c'est de savoir si on a une traque ou un évitement entre les espèces. Donc là, si par exemple on a vu un oryx et que juste après on voit un lion, on peut se dire que c'est parce que le lion traque l'oryx. Et inversement, si une fois qu'on a vu un lion, on met un certain temps à revoir un oryx, c'est peut-être parce qu'il y a un évitement de ces espèces. Donc mon but, c'est d'analyser ces données pour trouver ça, mais il y a peu de méthodes qui existent en fait pour faire ça actuellement. Donc le but de ma thèse est d'abord méthodologique, c'est-à-dire que je cherche des outils pour répondre à cette question de savoir comment on peut faire pour trouver des informations sur les interactions à partir des données de pièges photos. Donc je dispose moi de ces données qui ressemblent à peu près à ça. Donc là j'ai mis un exemple avec deux espèces, un lion, un impala, et chaque point représente une fois où on a vu une de ces deux espèces. Et ce que je voudrais savoir, moi, c'est est-ce qu'il y a une attraction ou une répulsion entre ces deux espèces, c'est-à-dire inférer une attraction ou une répulsion. Pour ça, il y a un modèle qui existe, bien pratique, qui a été inventé par Alan Hawkes en 1971. Et ce modèle-là, en fait, il a été utilisé dans différents domaines scientifiques, en sociologie, en neurosciences, en sismologie. Et là, le but de ma thèse, c'est d'essayer de voir si ça peut s'appliquer à l'écologie. Donc ce modèle, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, on prend les données d'occurrence. Ici, par exemple, j'ai mis deux espèces qu'on a vues précédemment. Et il va associer à ces données-là une mesure de la probabilité de présence en fait, de ces espèces ou de ce qu'on veut modéliser. Donc là, je précise, ce n'est pas des vraies données, c'est des données simulées sous le modèle, juste pour illustrer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce modèle, il va permettre de modéliser la traction-répulsion. Donc, si ici, dans cet exemple, l'impala, il attire le lion, eh bien, on voit qu'à chaque fois qu'on a une occurrence d'impala ici, là, sur la ligne, ça correspond à un pic de probabilité qui augmente de voir un lion, en fait, à ce moment-là. Donc, on a plus de chances de voir un lion parce qu'il y a attraction.
Donc ce modèle, voilà comment il se caractérise de façon mathématique un peu plus formelle précisément. Donc ce lambda i de t, là, ça va représenter le nombre moyen d'animaux qu'on observe à un instant donné. En fait, ça correspond juste à la courbe que je vous ai présentée juste avant. Et cette courbe, elle est formée de deux parties qui s'additionnent. Donc la première, c'est le taux spontané de l'espèce, c'est juste la partie qui est due à l'espèce elle-même. Si elle est plutôt rare ou abondante, on va l'avoir plus ou moins. Et la deuxième partie, là, c'est l'effet des autres animaux sur cette espèce donnée. Et en particulier, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est cette fonction-là, f de j sur i, qui est la fonction d'attraction-répulsion entre deux espèces. Si je reprends l'exemple précédent, je vais en avoir une pour l'effet du lion sur l'impala, une pour l'effet de l'impala sur le lion, qui n'est pas forcément le même, et une troisième encore, enfin deux encore, pour l'effet de chaque espèce sur ses congénères. Donc, est-ce qu'elle a tendance à attirer ou à repousser des individus de la même espèce? Donc, ces données, maintenant, le but, c'était de les tester sur ce modèle sur des vraies données. Donc, j'ai utilisé des données qui sont récoltées par des pièges photos en Afrique du Sud, donc dans différents sites naturels qu'on voit là sur la carte. Chaque point vert, c'est un site. Et dans chaque site, j'ai encore une grille de pièges photos qui sont posés. Et pour ajuster ce modèle-là, j'ai utilisé un algorithme qui avait déjà été trouvé par Régis Lambert et ses collègues donc en 2018. Et mon but, là, c'est bien pour repréciser d'inférer des données d'un modèle, c'est-à-dire retrouver le modèle juste à partir des données. Moi, je dispose que de ça, là. Ça, c'est un extrait, pour le coup, de mes vraies données, pour un petit sous-ensemble de mes données. Je n'ai pas que ça. Et le but, c'est de retrouver les paramètres de ce modèle-là, et en particulier la fonction d'interaction là, entre mes deux espèces. Donc, lorsque les résultats de ces analyses, c'est ça, donc les fonctions d'attraction-répulsion. Ce graphique, on le lit en fait des lignes vers les colonnes. Donc ici, par exemple, ça va être l'effet de la hyène sur l'impala. Donc est-ce qu'il l'attire ou est-ce qu'elle l'attire ou est-ce qu'elle le repousse? Et ici, dans l'axe des X, on a le temps écoulé entre les deux occurrences en heures. Et donc ces fonctions, si elles sont positives, c'est qu'il y a attraction. Si elles sont nulles, c'est qu'il n'y a pas d'effet. Si elles sont négatives, c'est qu'on a une répulsion. Donc, ce qu'on observe là sur ces données, c'est déjà on a deux types d'interactions. Il y a d'abord tout ce qui est auto-attraction des espèces. En fait, on remarque que sur la diagonale, donc une espèce sur ses congénères, on a des effets assez forts. Et ça peut être dû à deux choses. Peut-être que certaines espèces ont tendance à être grégaires, c'est-à-dire vivre en groupe avec leurs congénères. On sait que c'est le cas pour les impalas, par exemple. Ils vivent souvent en grand groupe. Et ça se retrouve bien sur la fonction d'interaction qui prend des valeurs assez grandes. Une deuxième chose qui peut expliquer ça aussi, c'est les rythmes circadiens des espèces, parce que pour reprendre l'exemple de l'impala, c'est une espèce qui vit surtout le jour. Et ce qu'on remarque, c'est que 24 heures après qu'on ait vu un impala, on a tendance à en revoir, parce que probablement c'est dû au fait qu'ils sont actifs plutôt la journée, et donc on les voit la journée. Ensuite, on a un deuxième type d'interaction, qui est celui peut-être qui m'intéressait le plus à la base, c'est les interactions entre différentes espèces. Donc ici, j'en ai trois qui sont non nuls, du zèbre à l'impala, de l'impala au zèbre et de la hyène à l'impala. Elles peuvent être dues à deux choses, ces interactions-là. Premièrement, on peut avoir un effet de stratégie anti-prédateur entre les deux proies, donc l'impala et le zèbre. Ils peuvent avoir tendance à s'associer pour avoir plus d'yeux et plus d'oreilles pour repérer les prédateurs, et aussi pour avoir moins de risques de se faire manger individuellement. En fait, s'ils sont avec d'autres espèces, ils craignent moins la prédation. Et on peut avoir un deuxième effet qui est encore une fois dû au rythme circadien des espèces. Donc ça, c'est probablement ce qu'on a là, entre la hyène et l'impala, parce que ça peut sembler bizarre qu'un prédateur attire une proie. Mais en fait, c'est probablement parce que la hyène est active plutôt la nuit, l'impala plutôt le jour, et donc 12 heures après le pic d'activité de la hyène, on retrouve des impalas. Donc cet petit exemple-là, il met en évidence ce que le modèle peut faire, mais aussi ses limites, qui sont là, entre autres, que les rythmes des espèces ne sont pas pris en compte, et du coup, on a des effets qu'on ne voulait pas spécialement étudier. Et c'est là que je voudrais faire un petit aparté sur la thèse en elle-même, et qu'est-ce que c'est, parce que là, je vous ai présenté le déroulé comme si c'était linéaire et très simple, d'un point A à un point B. La réalité, c'était plutôt ça.
C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je ne vous ai pas présentées ici, des tests divers et variés, des essais sur d'autres données. Puis en plus, à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur dans le code que j'avais fait. J'ai dû refaire tout ça, etc. Et je ne suis pas arrivée exactement là où je voulais arriver à la base. Je ne suis pas arrivée à mon point B, là, je suis arrivée au point B' qui est un petit peu à côté. La deuxième chose aussi, c'est que ce parcours-là, il n'est pas neutre. Même si moi, en tant que scientifique, j'essaie d'avoir un regard objectif et le plus neutre possible sur mes expériences et sur mes modèles, l'humaine que je suis aussi s'y est attachée à ce modèle. Et c'était très chouette quand il donnait des bons résultats. C'était un petit peu plus difficile quand il ne donnait pas ce que je voulais. Et c'est ça aussi la thèse. Et en plus, comme je vous ai dit, moi je suis en deuxième année de thèse, je n'ai pas fini totalement tout ce que je voulais faire avec ce modèle-là et avec ces données-là. Il y a encore des choses à explorer, j'ai quelques idées pour pouvoir contourner les difficultés que je vous ai présentées, donc à suivre. Pour conclure, du coup, moi le but de ma thèse, c'est d'arriver un petit peu mieux à ce point là-bas, tout au loin, qui est de mieux comprendre les interactions entre différentes espèces. Donc c'est très large et c'est sûrement pas demain qu'on y arrivera. Et ma thèse, c'est elle fait un petit bout du chemin pour aller jusque-là. J'espère qu'elle aide à s'en rapprocher un petit peu. Mais bien sûr, je ne suis pas toute seule à travailler là-dessus. Il y a plein d'autres gens dans d'autres laboratoires et même dans notre laboratoire, même ici à Lyon, qui travaillent sur des questions similaires avec des approches qui peuvent être différentes, avec des hypothèses différentes. Et puis, tous ensemble, on espère qu'un jour, on arrivera à mieux comprendre ça, la vague, et peut être hyper important, surtout dans le contexte actuel de perte de biodiversité, etc. Je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse la parole si vous avez des questions. Voulez-vous savoir comment on s'attache à un modèle? Est-ce que vous auriez des questions? Oui. Moi j'ai une petite question. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une petite question. Est-ce que vous prenez en compte les interactions indirectes, quelque chose qui pourrait être une interaction apparente, mais en fait ça fait intervenir une troisième espèce qui n'est peut-être pas présente, qui n'est peut-être pas vue dans le modèle? Alors, ce que je prends en compte là-dedans, c'est que, par exemple, je me dis, s'il y a une espèce qui en attire deux autres, on peut avoir l'impression que ces deux autres espèces qui sont attirées par la même troisième s'attirent l'une l'autre. Et ce n'est pas ce qu'on voudrait voir. Donc ça, oui, le modèle que j'utilise le prend en compte. Par contre, ce que je ne prends pas en compte, c'est si on a des interactions qui ne vont pas être qu'entre deux espèces, si elles sont modifiées par la présence d'une troisième ou l'absence d'une troisième, ça, je ne prendrai pas en compte. Est-ce qu'avec la méthode des pièges photographiques, on peut prendre en photo peut-être des animaux un peu plus petits? Parce que ce premier respect que tu as montré, c'est quand même des mammifères assez gros. Est-ce que pour des choses plus petites, c'est faisable ou il faut un autre dispositif? Ça dépend aussi beaucoup de comment les pièges photos sont posés, où ils sont mis. Donc là, moi, les données que j'utilise, elles sont faites pour prendre des espèces moyennes ou grosses, parce qu'elles sont posées, les pièges photos, ils sont à 50 cm du sol. Mais il y a d'autres expériences qui regardent, par exemple, ils ont réussi à trouver des rongeurs qui pollinisaient des fleurs, mais en mettant du coup les pièges photos différemment positionnés, etc. Là, moi, je m'intéresse qu'à des espèces assez grosses. Oui, j'arrive. Est-ce qu'il y a mis dans les données la densité d'animaux qu'on retrouve par piège photo, ou est-ce qu'on dit à partir du moment qu'on le voit, c'est considéré comme un individu? Ou est-ce qu'on sait, par exemple, sur une photo, il y a 5-6 individus, et donc ça pourrait peut-être avoir une influence? Alors moi, du coup, les modèles que j'utilise, ils font l'hypothèse qu'on peut voir qu'un seul individu à un temps donné, à la seconde près, quoi. La façon de contourner ça que j'ai trouvé pour l'instant, c'est que si j'en vois deux, je la mets une seconde après, ou d'un ordre de grandeur équivalent, parce que ça, c'est une contrainte du modèle. Mais oui, je peux le prendre en compte.